Il faut vraiment qu'on discute ensemble de la notion du biais unitaire, surtout si tu es débutant en investissement. Si jamais tu t'es déjà dit toi-même ou si tu as déjà entendu dire quelqu'un qu'il était aujourd'hui trop tard pour investir dans le Bitcoin parce que, entre guillemets, il était déjà trop cher, c'est à toi que je m'adresse. Ce sera une vidéo qui portera un peu sur la psychologie de l'investisseur, mais j'ai vu énormément de jeunes investisseurs se faire avoir, alors que c'est quelque chose qui est assez facilement évitable si jamais on a quelques bons réflexes. Pour illustrer ce qu'est le biais unitaire, je vais l'illustrer à l'aide du Bitcoin et aussi à l'aide d'actions de la société Amazon. Salut, moi c'est Marc et bienvenue sur le Prisme. Ici on met en perspective tout ce qui touche de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Pour information, je parle de la notion du biais unitaire à défaut d'une meilleure traduction du terme anglais. En anglais, on dirait le unit bias et je n'ai pas trouvé de meilleure traduction que le biais unitaire. Donc si jamais tu as une meilleure traduction que ça, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelque chose de fondamental qui est le concept de la richesse mondiale totale. Juste pour faire une expérience théorique ensemble, on va dire que ça là, ça représente l'ensemble des richesses du monde. Vraiment absolument tout. Je parle des métaux précieux, je parle de l'immobilier, je parle de terrain, je parle de voitures, je parle d'actions d'entreprise. Vraiment tout ce qui est de la valeur financière. Tout ce pourquoi les gens sont prêts à payer quelque chose, mais alors vraiment absolument tout. Fondamentalement, ce que je veux que tu comprennes, c'est que les richesses sur notre planète ne sont pas infinies. L'or, par exemple, n'existe pas en quantité infinie sur la planète. Il n'existe pas non plus une infinité, par exemple, de terrains constructibles au bord d'une plage. Il n'existe pas non plus une quantité infinie de pétrole brut sous la surface de la Terre. Bref, les richesses sur notre planète ne sont pas infinies, tu vois l'idée. Dans la vie courante, comment tu fais pour définir ou bien pour quantifier ces richesses ? Eh bien, pour quantifier tout ça et pour pouvoir comparer une richesse avec une autre, l'homme, grand H, a inventé quelque chose qui s'appelle le dollar. Quand tu y penses, c'est quelque chose qui est complètement arbitraire. On dit que ça, là, ça vaut X milliards de dollars. Admettons maintenant que tout ça, là, donc toutes les richesses que je vais appeler R, on va leur donner une valeur arbitraire de 100 dollars. Le chiffre en soi de 100 dollars n'a aucun sens, on est d'accord, mais tu vas voir où je veux en venir. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a exactement 100 dollars en circulation, ni plus ni moins. Dans cet exemple issu du monde des bisounours, on va dire qu'il n'y a personne qui peut imprimer des billets, il y a 100 dollars en circulation, un point, c'est tout. Dans ce cas, si tu veux être propriétaire de 1% de toute la richesse mondiale, tu dois être propriétaire de 1 dollar. 1% de la richesse mondiale dans ce cas équivaut bien à 1 dollar. Maintenant, on reprend exactement le même exemple, mais on va dire que toutes les richesses du monde valent arbitrairement 100 millions de dollars. Il y a maintenant 100 millions de dollars en circulation, ni plus ni moins, pareil, personne ne peut en imprimer plus. Dans ce cas maintenant, si tu veux toujours détenir 1% de la richesse mondiale, maintenant tu dois avoir plus 1 dollar, mais tu dois bien avoir 1 million de dollars. Tu vois certainement déjà où je veux en venir. Dans les deux cas de notre exemple, tu détiens 1% de la richesse mondiale. Tu es d'accord? Tu es donc objectivement aussi riche dans un cas que dans l'autre, il n'y a aucune différence. Par contre, c'est là qu'on commence à voir ce qu'est le biais de l'unité. Dans un cas, ton esprit te dit « Ah bah ça va, 1 dollar, ça reste pas excessif, je vais y arriver ». Dans l'autre cas, ton esprit, il lit 1 million de dollars et 100 millions de dollars dans des chiffres beaucoup plus gros, et ton esprit te dit « Oh la vache, 1 million de dollars, c'est beaucoup trop d'argent pour moi, je vais jamais y arriver ». Je répète, au final, dans les deux cas, la richesse que tu détiens est exactement la même, c'est juste le chiffre sur ton compte qui change. Encore une fois, c'est un chiffre qui est complètement arbitraire et qui a été inventé par l'homme, donc par quelqu'un comme toi et moi. Maintenant, parlons un petit peu du côté pratique de la chose. Effectivement, si tu as 1 dollar qui représente 1% de toutes les richesses mondiales, c'est assez compliqué d'aller acheter son pain. Dans ce système, tu devrais payer ta baguette 0,000000001 dollars, et donc du coup, effectivement, c'est pas du tout pratique. Du coup, tu l'auras compris, en réalité, on dit donc que l'ensemble des richesses mondiales sont représentées par des centaines de milliers de milliards de dollars. C'est plus pratique dans le quotidien parce que ça te permet d'avoir une baguette à 1 dollar ou à 1 euro. Ce que tu vois à l'écran, c'est la somme en dollars qui représente le total des richesses mondiales en 2022. On parle bien de 450 000 milliards de dollars. Donc si on prend toutes les richesses mondiales dont on parlait tout à l'heure et qu'on les exprime dans un chiffre arbitraire en dollars, aujourd'hui la réalité c'est ça, c'est 450 000 milliards de dollars. Petite parenthèse, c'est cadeau. Si tu as bien fait attention dans les précédentes vidéos, tu devrais maintenant te poser la question, oui mais d'accord, qu'est-ce qui se passe quand les banques centrales continuent à imprimer de l'argent? Bravo, jackpot, t'as tout compris. Les banques centrales ont beau imprimer autant d'argent qu'elles veulent, les richesses en soi sur la planète, elles ne changent pas. Ce qui change, c'est la somme arbitraire d'argent exprimée en dollars qu'on met en face. La seule chose qui change, c'est ce chiffre-là.
Tu as beau rajouter 100 000 milliards de dollars en circulation, c'est pas pour autant que tu auras plus d'or ou encore plus de pétrole dans la croûte terrestre. Je te refais pas tout le speech, t'iras voir mes vidéos sur l'inflation et je ferme la parenthèse. Ce que je veux que tu retiennes déjà maintenant, c'est que le chiffre exprimé en dollars n'a presque aucune importance, dans le sens où on peut en imprimer autant qu'on veut. Donc en fait, ce chiffre en dollars ne veut rien dire. Sachant cela, on va maintenant revenir sur le biais unitaire et on va l'aborder de manière un peu différente avec le Bitcoin. Au jour où je tourne cette vidéo, le Bitcoin vaut 38 000 dollars environ. Combien de fois j'ai entendu dire, c'est vraiment incroyable, mais combien de fois j'ai entendu dire qu'il était trop tard pour investir dans le Bitcoin parce que les personnes n'ont pas 38 000 dollars de côté. Le biais unitaire, il est là aussi. Qui t'a dit que tu devais absolument acheter un Bitcoin entier? Qui t'a dit que si tu n'arrivais pas à obtenir un Bitcoin entier, ça ne servait à rien d'investir? En réalité, c'est personne qui t'a dit ça, mais c'est justement ton biais unitaire qui te fait dire ça. Ton biais unitaire va toujours te dire que tu veux détenir une unité entière de quelque chose. Une voiture entière, un appartement entier, une maison, un immeuble, tu vois l'idée. Être propriétaire d'un dixième de quelque chose, généralement, ça t'intéresse moins. Dans ton esprit, tu préfères être propriétaire d'un objet entier que d'un dixième d'un objet. Admettons maintenant qu'on parle d'un immeuble avec 10 appartements. J'en connais plus d'un qui préfère dire qu'il est propriétaire d'un appartement entier plutôt que dire qu'il est propriétaire d'un dixième d'un immeuble. Pour revenir maintenant sur le Bitcoin, un petit rappel. Un Bitcoin peut s'exprimer avec 8 chiffres après la virgule. Là aussi, il y a un autre biais cognitif, parce qu'avec notre euro et notre dollar, on a toujours eu l'habitude de travailler avec 2 chiffres après la virgule. Encore une fois, ce n'est pas le cas avec Bitcoin. Avec Bitcoin, tu peux l'exprimer avec 8 chiffres après la virgule. Autrement dit, si tu écris un Bitcoin avec tous les chiffres après la virgule, ça donne ça. La plus petite unité au 8e chiffre après la virgule, on appelle ça un Satoshi. Dans un Bitcoin entier, tu as 100 millions de Satoshi. Pour exprimer ça de manière un peu différente, si aujourd'hui tu achètes 0,01 Bitcoin, tu es propriétaire de 1 million de Satoshi. Autrement dit, si tu achètes 0,01 Bitcoin, tu es millionnaire si tu exprimes ça en Satoshi. Petit rappel, on l'a vu à l'instant, un Bitcoin aujourd'hui vaut 38 000 dollars. Ce que ça veut dire, c'est que si aujourd'hui tu veux acheter 0,01 Bitcoin, tu dois dépenser 380 dollars. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire là? Pour 380 euros, tu peux devenir millionnaire en Satoshi. Je le répète encore une fois, qui t'a dit qu'il fallait absolument détenir un Bitcoin entier et que sinon ça ne servait à rien d'investir? C'est ton biais cognitif qui te dit ça, c'est ton biais unitaire. On va faire un autre petit exercice ensemble. Pour rappel, on a dit tout à l'heure que toutes les richesses mondiales valaient 450 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, fin 2023, j'arrondis un petit peu, mais il y a à peu près 8 milliards de personnes sur Terre. Si on répartit l'intégralité des richesses globales exprimées en dollars sur 8 milliards de personnes, ça donne une somme de 56 250 dollars. Si tu répartis uniformément toutes les richesses exprimées en dollars sur toute ta population, ça fait 56 000 dollars chacun. Si l'ensemble de ce que tu possèdes aujourd'hui a une valeur supérieure à 56 000 dollars, tu as plus que la moyenne de toutes les richesses divisées par le nombre d'habitants sur Terre. Maintenant, je vais faire exactement le même calcul avec le Bitcoin. Pour rappel, on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Je ne parle d'ailleurs même pas des bitcoins qui sont perdus et inaccessibles à jamais, je vais faire comme s'il y avait actuellement 21 millions de bitcoins en circulation. Si on répartit maintenant 21 millions de bitcoins sur 8 milliards de personnes, ça donne quoi? Ça fait 0,0026 bitcoins. Si on répartissait tous les bitcoins uniformément sur toute la population mondiale, tout le monde aurait 0,026 bitcoins. Encore une fois, qui t'a dit qu'il fallait absolument que tu aies un Bitcoin entier, sinon ça ne servait à rien d'investir? Est-ce que, en te montrant les chiffres comme ça, tu penses qu'il est vraiment trop tard pour investir? Si aujourd'hui tu réussis à acheter plus de 0,0026 Bitcoin, il y aura quelqu'un dans le monde qui n'arrivera jamais à atteindre ce montant-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de Bitcoin en circulation. Si je prends maintenant cette somme-là de Bitcoin et que je l'exprime en dollars, on l'a vu à l'instant, un Bitcoin vaut aujourd'hui 38 000 dollars. Et bien ça fait 100 dollars. Autrement dit, si aujourd'hui tu achètes pour 101 dollars de Bitcoin, il y a quelqu'un dans le monde qui ne pourra jamais avoir autant de Bitcoin que toi. Pour 100 dollars aujourd'hui, tu peux t'acheter 260 000 Satoshi. Tu penses bien que si le prix du Bitcoin continue à augmenter, on ne va à terme plus payer en Bitcoin, mais justement en Satoshi. On ne va pas payer en 0,00001 Bitcoin, mais on va payer en 1000 Satoshi. Là encore une fois, pense à ton biais unitaire. D'ailleurs, toutes les grandes sociétés, toutes les grandes entreprises cotées en bourse sont conscientes de ce biais-là. On va prendre maintenant l'exemple de Amazon.
À ton avis, pourquoi Amazon a procédé à un split de ses actions? On va voir ensemble ce qu'est un split d'une action. En 2022, une action Amazon valait environ 2800 $. Dans l'esprit des gens, 2800 $, ça commence à faire une somme, donc il y avait de moins en moins de particuliers qui achetaient des actions Amazon. Il y avait donc une demande pour ces actions qui baissait. Forcément, s'il n'y a que peu de demandes, généralement le prix ne va pas forcément augmenter. En 2022, justement, Amazon décide de faire un split de ses actions. Ça veut dire qu'ils coupent leur action en plusieurs petits morceaux. Une action entre guillemets ancienne était maintenant découpée en 20 nouvelles actions. Évidemment, le prix était lui aussi divisé par 20. Une ancienne action valait comme dit 2800 $, une nouvelle action en valait plus que 140 à quelque chose près. On en revient donc à notre biais unitaire. Forcément, en tant que particulier qui n'y connaît pas grand-chose, tu vois une action qui était anciennement à 2800 $, qui ne vaut maintenant plus que 140 $, tu te dis « Oh waouh, génial, c'est la bonne affaire, je vais en acheter ». Le plus ironique là-dedans, c'est qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à payer 2800 $ pour une seule action, mais ces mêmes personnes étaient toutes contentes de payer 2800 $ pour acheter 20 nouvelles actions à 140 $ chacune. Ça revient exactement au même, ils ont investi 2800 $, sauf que sur le papier, maintenant, ils ont 20 actions plutôt qu'une seule. Là, on est vraiment en plein dans le biais unitaire. Par ce biais-là, les grands groupes créent donc de la demande entre guillemets artificielle sur leurs actions et je vous laisse deviner ce que ça fait sur le prix. Encore une fois, garde en tête que le nouveau prix il est peut-être effectivement 20 fois moins cher que l'ancien prix, mais par contre, en achetant une nouvelle action, tu détiens aussi 20 fois moins de pouvoir décisionnel dans la société Amazon qu'auparavant, ça va avec. Bref, voilà donc un rapide résumé de ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi sur le biais unitaire. Comme d'habitude, quelles sont les conclusions? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Aujourd'hui, ça va être très simple. Débarrasse-toi de ce biais unitaire. Le biais unitaire ne doit pas t'influencer dans ta prise de décision d'investissement. Tu dois te concentrer sur la valeur de ton investissement en termes de pouvoir d'achat, peu importe quelle est l'unité, peu importe quel est le chiffre qu'il y a derrière. Prends conscience de tout ça et observe-toi quand tu feras ton prochain investissement. Il faut vraiment que tu te conditionnes à devenir très très conscient de toutes tes émotions et de tous tes ressentis, surtout quand tu fais de l'investissement. En tant qu'investisseur, tes émotions vont te faire part d'un certain nombre de signaux positifs ou négatifs. Et c'est d'ailleurs très bien comme ça, parce que c'est ça qui va te dire qu'il y a peut-être un truc à aller voir, un truc à aller creuser. Par contre, c'est l'esprit rationnel qui doit absolument prendre le relais quand il s'agit d'appuyer sur le bouton. Apprends à te servir aussi bien de tes émotions que de ton esprit rationnel quand c'est pertinent. Concrètement, reprends l'exemple qu'on a vu ensemble. Si tu faisais partie de ces personnes qui pensaient qu'il était déjà trop tard pour investir dans le Bitcoin parce qu'il vaut 38 000 $, est-ce qu'aujourd'hui tu penses toujours la même chose? Est-ce que cette vidéo t'a fait un peu changer d'avis ou pas? Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je t'invite à me laisser un like et un abonnement. Tu sais à quel point ça aide le référencement de la chaîne et en plus de ça, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Je suis encore tout nouveau dans le YouTube game et j'ai encore plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. En plus de ça, un commentaire de référencement fait toujours plaisir. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, laisse-moi un commentaire qui contient le mot biquette, comme ça je saurai que tu fais partie de ces quelques courageux qui se forment et qui se préparent justement leur avenir financier. Bravo à toi qui est en train de te former, c'est pas toujours des vidéos simples, mais continue comme ça va forcément payer tôt ou tard. Sur ce, je te dis un grand merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et je te dis à très vite sur le Prisme.